Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce lieu absolument magnifique. Je suis Julie Verlaine, je co-dirige la revue Société et Représentation. Et je vais vous dire quelques mots sur cette revue avant de vous présenter les intervenants de cette table ronde. Donc la revue, peut-être qu'on peut avancer un petit peu le diaporama. La revue a été fondée en 1995 par Myriam Tsikounas et Rémi Lenoir. C'est une revue qui est transdisciplinaire, qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à des questions mêlant le social et l'image et l'imaginaire. Et elle propose toute une série de dossiers au cours du temps. Donc 2 numéros par an sont publiés à la fois sous format papier aux éditions de la Sorbonne et sous format électronique sur le portail Kern, sur lequel vous pouvez donc consulter l'ensemble des textes de la revue. Alors, la raison de cette table ronde aujourd'hui, c'est la parution, il y a quelques jours, le 25 mai, du numéro 55 de la revue, L'œil numérique. Donc le voici, il pèse son poids. C'est un beau numéro qui a été co-dirigé par Julien Chou et Laurence Danguy, qui sont présents ici, et sont également présents à mes côtés 3 des autrices et auteurs du numéro, Jean-Paul Fourmentreau, Isabella Di Leonardo et Nathalie Dietschi. Ce qu'on a prévu pour cette table ronde, c'est de vous faire découvrir ce numéro, de vous partager également les questions qui ont guidé le cheminement, la réalisation et puis la publication de ce numéro. Alors, ce numéro, si en ressortant de cette table ronde, vous êtes absolument curieux et que vous voulez en savoir plus, il est en vente sur le stand des éditions de la Sorbonne qui donc sont présentes au Salon du Livre dans le Festival d'Histoire de l'Art. Et c'est aussi une revue qu'on peut se procurer en librairie, bien évidemment. Beau cadeau pour la fête des mères, qui est demain, l'œil numérique, c'est très original. Alors, place maintenant donc à Laurence Danguy, qui va nous parler de la genèse du numéro. Laurence Danguy est docteure de l'EHESS et de l'Université de Constance en Allemagne. Elle est chercheuse du Fonds national suisse à l'UNIL et elle enseigne donc à Lausanne. Ces travaux portent alors sur beaucoup de choses, mais en particulier sur les revues et les revues illustrées, sur les biens culturels, sur la théorie de l'art. Et elle est donc, avec Julien, co-directrice de ce beau dossier sur l'œil numérique, dont elle va vous expliquer un petit peu comment il a mûri pour devenir cette publication. Voilà, merci. Donc là, à présent, je vais vous présenter le cheminement qui nous a mené vers cette publication. À la fois, c'est un cheminement à la fois intellectuel et puis aussi de curiosité et émotionnel. Et pour commencer, en fait, on peut dire que ce numéro, c'est le résultat de 2 regards et de 2 expériences qui sont soit croisées, soit indépendantes. Une première expérience qui est une expérience qu'on a fait ensemble, qu'on a menée ensemble, c'est l'exploration d'un corpus périodique. Je vais vous montrer juste après donc des images, dans lequel on a essayé de repérer des motifs à l'aide d'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a comparé des résultats. Moi, j'avais cherché aussi de mon côté les résultats que pouvait trouver un œil instruit, c'est-à-dire mon œil qui connaît les périodiques, qui sait comment chercher, qui connaissait l'objet étalon, et puis les résultats d'un œil que l'on instruit. Donc, c'est l'œil numérique, ces fameux algorithmes. Il faut bien évidemment les nourrir, avec un écart de résultats que vous allez pouvoir apprécier, surtout moi qui m'a beaucoup interrogée. La deuxième étape, c'était donc un enseignement que j'ai dû donner sur le NetArt et qui m'a quand même amené à un certain nombre de questionnements, mais plus des questionnements d'ordre anthropologique, on va le voir. Et puis donc pour ce qui concerne Julien, donc des enseignements sur les humanités numériques, et puis 3 projets de recherche qu'il va vous présenter donc à la suite. Mais je vais commencer par vous montrer justement ces explorations de corpus périodiques. Déjà là, cet écran, c'était un écran, c'est juste une capture d'écran d'un échange de mails.
C'est pour vous donner un petit peu la liste, l'importance, hein, ça donne visuellement l'importance de toutes les étapes auxquelles il faut procéder avant de pouvoir traiter un corpus, hein, qu'il faut annoter. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de précision. Et ce qui va servir en fait après à ce que en principe, hein, à ce que les étapes qui précèdent des résultats pertinents, sauf qu'ils ne l'étaient pas. Bon, ça c'est autre chose. Et ce qu'on va voir donc, voilà. Première, j'avais d'abord cherché ces quatre périodiques, 5 années de 4 périodiques, un français, un allemand, un suisse, bon bref, 4 périodiques différents. Et j'ai recherché dans ces périodiques, avec mes petits yeux et la connaissance et très patiemment, à reconnaître des cartes à jouer. Parce qu'on s'est dit carte à jouer, c'est quelque chose qui peut être identifiable. Donc un indice de trèfle et la carte du mât du tarot. Vous voyez, les résultats sont très pertinents. On reconnaît des cartes à jouer, des figures de cartes à jouer, des mises en scène, des gens qui jouent aux cartes. Bon, tout ça a une certaine pertinence. Quand on fait la même chose, après donc le traitement de notre corpus, ça donne ça sur le 10 de trèfle. Pas une carte à jouer, pas une mise en scène de cartes à jouer, pas de figure à rien. Simplement, on reconnaît en fait certains schémas formels qui sont surtout évidents dans la figure évidemment du dessous, hein, avec le bonhomme là qui a ses points noir et blanc, voilà. Alors, ça interroge, on s'est dit, ça veut dire que ça ne voit pas comme nous, et ça veut dire aussi qu'on ne sait pas l'instruire. Donc c'était quand même, pour moi c'était un petit choc. Alors pour Julien un peu moins parce qu'il a plus l'habitude. Et pour la carte du mât, ça a donné ça. C'est-à-dire la même chose. On ne reconnaît pas une carte à jouer. Mais des figures, enfin des dessins qui sont formellement proches et que j'ai rapprochés en fait de la carte en fonction des proximités que moi je pouvais, encore une fois, mon œil instruit, mais pour la machine, tout était pareil. Sur le volet du cours, là c'était donc, alors j'ai préparé très consciencieusement mon cours sur le net art et j'arrive à un artiste qui est très connu, qui est un des premiers net artistes, c'est le vocabulaire qui est employé, Reynald Drouin, et je tombe sur son blog, je tombe sur cette représentation méta-origine, visiblement allusion évidente au tableau de Courbet, l'origine du monde, alors allusion évidente par le titre et par la mise en scène. Sauf qu'évidemment, se représentant au milieu, il faut quand même savoir que ce tableau a été en possession de Lacan, Jacques Lacan, pendant toute sa vie, qu'il avait derrière un rideau, donc c'est une référence évidente, il faut quand même la connaître, à la psychanalyse lacanienne, donc c'est qu'une double référence. Et puis ça m'interroge. Je me dis à la fois une référence, une filiation artistique et une filiation donc psychanalytique. Je me dis, il y a une tradition qui est en train de se construire. Je vais sur Wikipédia et je regarde la façon dont il se présente. Et pour moi, c'était très intéressant parce que c'est quand même un art qui est relativement récent et il reprend tous les codes de présentation des artistes, plus une généalogie intellectuelle qui n'est pas nécessairement, qui est même rarement présente chez les artistes, donc de ses études. Et puis, donc ce qu'il faut lire, c'est tout en bas. Et il se présente donc, au début, il est artiste plasticien. Il faut savoir qu'en général, c'est les intéressés qui font leur page. Et puis, un des premiers net artistes, il cherche à s'imposer dans le paysage médiatique. C'est normal, il construit son identité artistique, en fait. J'arrive à cette image-là, et là, ça m'interroge encore plus, parce que je l'ai trouvée par hasard. Je cherchais en fait des pastiches de l'atelier de Courbet, ce tableau qui est en haut à gauche, qui est un tableau extrêmement connu, qui est le début du réalisme, qui est lié à une exposition parallèle à l'exposition universelle en 1855. On voit clairement que c'est un pastiche, on reconnaît certains éléments. Sauf qu'au centre, il a inclus, donc c'est anonyme, cette représentation, ça se trouve sur le net, avec une inclusion donc de l'origine du monde qui est évidente, et puis d'autres références visuelles au surréalisme, dont également à des Chirico, c'est des tableaux qui sont très connus, les fameux artichauts. Là, ça se transforme en chou, mais c'est des éléments figuratifs qui sont évidents quand on les connaît, ou tout du moins. Et puis je me rends compte de la position, je me dis quand même, ça a aussi une référence à Reynald Drouin,
en fait, il se met comme lui devant cette représentation. Évidemment, il est connu, hein, ce tableau des métahéros originels, il a disparu depuis d'ailleurs. Mais c'est bon, ça c'est une autre question. Et puis, et je me suis dit donc, il y a une filiation qui se crée dans une tradition qui est récente. Et ça m'interroge. Je me dis, mais ça bouscule tout, cette création. Ça bouscule tous les systèmes de référence. Et il y a déjà une référence à l'intérieur du numérique et aussi une référence exogène parce que ces tableaux de Courbet, c'est le début de la modernité, en gros. Donc voilà. Donc je fais un petit bilan à ce moment-là sur le numérique. Le numérique, à quoi sert le numérique dans l'histoire de l'art? Je me suis dit, je me mets devant ma feuille. Ben, je me dis, c'est quand même une énorme confusion. Là, on commence à en discuter à ce moment-là. Et puis je dis, bon voilà, le numérique, en fait, c'est une somme de choses qui sont hétérogènes. Donc ce soutien polymorphe, qui est à la fois, bon, ça réunit à la fois un soutien de différents ordres à la recherche et à l'enseignement, à travers donc un accès par la numérisation à des sources primaires, des écrits d'artistes, des critiques d'art, des bibliographies secondaires, on appelle ça comme ça, donc des articles spécialisés, des bases de données iconographiques qui sont ouvertes ou fermées, c'est-à-dire accessibles ou pas à tout le monde, hein, donc Google la plus grande base, des outils d'intelligence artificielle qui servent à analyser donc les corpus iconographiques. Ce sont aussi donc des créations de bases de données iconographiques qui sont énormes, mais qui sont parfois aussi ciblées, avec des corpus ciblés. On fait ça dans le cadre de projets de recherche, par exemple sur les images de guerre. C'est aussi l'endroit par lequel on transmet et on conserve des enregistrements, comme maintenant d'ailleurs, hein, des enseignements, des conférences, des podcasts, des PowerPoint. C'est aussi donc là où on élabore des archives qui sont monstrueuses, qui sont pérennes ou pas, parce qu'on en efface, comme dans les bibliothèques, hein, ça se gère, où on élabore, mais ça c'est davantage le domaine de Julien, des cartographies artistiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de retracer avec des outils d'intelligence artificielle des cartographies qu'on va ensuite représenter via un écran, on va diffuser des résultats de recherche, on va transmettre une certaine actualité scientifique par des biais des sites institutionnels ou pas. On va aussi se servir de ChatGPT, où tout le monde a entendu parler de ça. Enfin, beaucoup de choses vraiment hétérogènes. Et puis ça commence, je me dis, mais c'est vraiment un gros bazar, quoi, en fait. Hein. Et puis il faut quand même essayer de faire du tri là-dedans. Et c'est aussi le lieu. Le numérique, en tout cas, c'est pas seulement un lieu, c'est aussi des objets. Des objets de recherche, ça c'est davantage le domaine de Nathalie, des créations donc du net art, c'est-à-dire des débuts de la création numérique. Vous avez à gauche le générateur poétique d'Olivier Aubert, c'est une œuvre culte, hein, qui a été commencée en 1986, c'est une œuvre interactive où les gens intervenaient, donc ça c'est une capture d'écran. Et puis vous avez à droite une image que Julien a générée à l'aide d'intelligence artificielle, de Stable Diffusion pour ce numéro d'ailleurs. Et puis c'est des images au statut différent qui ont des... voilà, donc c'est vraiment énormément de choses. Et donc, je me suis dit, pour l'histoire de l'art, en fait, tout ça, c'est donc l'histoire d'une confusion, pour ainsi dire, programmée. Programmée déjà parce que c'est un lieu qui recueille, je vous ai fait donc une énumération peut-être un peu longue, hein, qui recueille et qui regroupe des outils, et des outils, l'outillage et les outils du chercheur, des sources textuelles et iconographiques, mais aussi des outils de traitement des images et des corpus. C'est un endroit où sont localisées des créations numériques, bon pas toutes, mais quand même, ou des résultats de recherche, des outils de création aussi numérique. Quand vous voulez justement générer une image comme la précédente, hein, Stable Diffusion, là, voilà, à droite, eh bien, vous avez besoin d'un outil qui se trouve sur le net. Donc je me suis dit, tout étant voilà, confusion des lieux, confusion des idées, il faut mettre de l'ordre. C'est aussi donc un lieu où se crée, où se génère une masse documentaire qui est cumulative, qui n'arrête pas, ça n'arrête pas de se cumuler même si on en efface, qui est labile justement, parce que tout ne va pas rester, et qui est par définition infinie. Quand on s'arrête, c'est aussi le lieu où se négocient des finalités qui sont différentes, mais qui ne sont pas forcément exhaustives, qui sont souvent entrecroisées. C'est un lieu où finalement on crée. Et ça, en histoire de l'art, c'est vraiment majeur. C'est de la valeur, différents types de valeurs, de la valeur esthétique, de la valeur marchande, de la valeur scientifique.
et où sont renégociées toutes ces valeurs, où ils sont constamment renégociés, et ça, en gros, ça nous fait tourner la tête. Et ces différents éléments sont donc difficiles à dissocier dans un univers numérique qui finalement est englobant, et où on a du mal à se situer, on a du mal à penser. Je cède la parole à Julien Chou qui va vous exposer, vous expliquer un petit peu ses recherches. Merci Laurence. Donc moi je suis chercheur, alors au départ chercheur en histoire littéraire, pas du tout en histoire de l'art, et en humanité numérique. Et depuis un certain temps, j'ai travaillé dans divers projets qui travaillaient beaucoup avec les illustrations, en particulier à la presse illustrée, le photoreportage, dans divers projets comme le projet Numa Presse, ce qui était un vaste projet d'étude de la presse depuis le début du 19e siècle à travers sa remédiation numérique. Et une des questions qui a été centrale dans les divers projets que j'ai menés maintenant depuis plusieurs années, c'était justement celle de la manière dont le numérique transformait les objets mêmes sur lesquels on travaillait en tant qu'historien de la littérature, de l'art ou de quoi que ce soit. Le fait qu'en réalité, on ne travaillait quasiment plus jamais sur les objets en eux-mêmes, on travaillait sur des objets qui avaient été transformés par le numérique et que ces objets-là, en fait, ce n'étaient pas les objets réels. C'était une grande question, c'est une grande confusion qu'on voit très souvent lorsque vous allez sur une base de données ou sur un catalogue en ligne comme celui de Gallica. Je ne sais pas si vous voyez Gallica, qui est le portail qui permet de lire des millions et des millions de documents qui ont été numérisés par la BNF. Vous avez l'impression d'avoir accès directement aux objets eux-mêmes, d'avoir des copies de ces objets numériques. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce que vous avez, ce sont des objets qui ont été produits à travers tout un ensemble de protocoles de génération d'objets numériques qui ont effectivement un objet au départ, l'objet papier qui existe, mais qui transforme complètement cet objet, qui crée un objet nouveau, qui existe non seulement en tant qu'objet numérique neuf, parce qu'il est tributaire de tout un ensemble de processus techniques qui permettent de le regarder. Quand vous avez un livre en face de vous, quand vous avez un tableau en face de vous, vous avez juste besoin de lumière et de votre œil. Quand vous avez un objet numérique en face de vous, vous êtes tributaire de tout un écosystème électronique aussi qui permet à cet objet d'être projeté. À la fois du code, parce qu'il faut que cet objet ait été encodé et il faut qu'il soit décodé par votre ordinateur ou par des serveurs à distance, et puis toute la grille qui vous permet qu'il y ait de l'électricité qui arrive jusqu'à chez vous, que votre ordinateur fonctionne, et qui fait que ce qui est affiché en face de vous, c'est le produit de tout un ensemble de processus extrêmement complexes. Et vous êtes obligé déjà de prendre ça en compte lorsque vous travaillez avec ces objets numériques, et vous êtes aussi obligé de travailler et de prendre en compte le fait qu'ils existent non pas de manière individuelle en face de vous, mais qu'ils existent en réseau et que vous avez accès à ces objets par leur mise à disposition en réseau et sur un certain type de portail documentaire. Lorsque vous allez utiliser un moteur de recherche comme Google, ou lorsque vous allez utiliser un moteur de recherche justement sur une base de données comme celle de l'INHA, de l'Institut national d'histoire de l'art, ou n'importe quel moteur du musée d'Orsay par exemple, ce que vous allez trouver, vous n'allez pas trouver immédiatement ce que vous cherchez, vous allez trouver ce qui a été, ce qu'on pensait que vous vouliez découvrir finalement, ce qui a été encodé dans la manière dont fonctionne le moteur de recherche, dans ce qui a été numérisé ou pas, dans ce qui a été sélectionné comme digne d'être numérisé et d'être disponible sur le moteur de recherche, en fonction aussi des informations qui ont été sélectionnées, qui ont fait l'objet d'une curation et qui sont disponibles à la recherche. Et ces objets, ils vont être disponibles non seulement donc, à travers ces différents filtres qui font que ce qu'on trouve sur Internet et sur les bases en ligne est tributaire de ces choix-là, mais va permettre aussi toute une circulation tout à fait nouvelle qui n'était pas possible auparavant, parce que vous allez pouvoir chercher non seulement au sein de tout ce qu'on appelle les métadonnées, donc toutes les informations autour de l'objet, et le moteur de recherche va vous proposer des liens, des réseaux par exemple, de toutes les œuvres du même auteur, de toutes les œuvres de la même époque, de toutes les œuvres qui partagent un même élément dans le titre. Ce qui fait que vous n'avez plus jamais affaire à un certain type de relation qui était extrêmement standardisé, en fait, réfléchi et contrôlé sur la manière dont on accédait à ces objets, qui était en gros le cadre du musée,
ou le cadre de l'histoire de l'art, de l'ouvrage d'histoire de l'art, ou le cadre du cours d'histoire de l'art, où tout un parcours vous était proposé et on contrôlait de manière très précise comment on allait d'un objet à l'autre, d'un auteur à l'autre, d'une période à l'autre. Là, d'un seul coup, vous avez des objets qui proposent des parcours complètement transversaux. Et autre élément qui semblait tout à fait fascinant et en même temps submergent lorsqu'on se retrouvait face à ça, c'est que par rapport là aussi à l'histoire de l'art traditionnelle, à ce qu'on voit traditionnellement dans l'histoire de l'art, on numérise des objets et on met à disposition des objets qui ne sont pas forcément les objets canoniques, ceux qui sont justement les plus mis en valeur et partagés par la tradition. Et donc brutalement, on se retrouve, même en allant chercher quelque chose d'hyper connu, même si on dit voilà, j'aimerais voir Mona Lisa et pouvoir zoomer de très près dessus, ça aussi, le fait de pouvoir zoomer à l'intérieur des objets, ça change beaucoup de choses sur la manière de les appréhender. Mais en plus de ça, vous cherchez quelque chose et puis finalement, vous découvrez tout un paysage, toute une immensité d'œuvres dont vous ignoriez totalement l'existence et qui brutalement sont disponibles là, du bout du clic, et auquel vous allez pouvoir accéder l'une après l'autre ou en réseau de manière complètement anarchique d'une certaine manière, qui n'a pas été prévue justement et qui ne fait pas l'objet d'un contrôle par une autorité. Ou s'il fait l'objet d'un contrôle, c'est l'objet d'un contrôle qui est totalement implicite et assez peu visible, c'est justement le contrôle de tous les algorithmes et de tous les choix qui ont été faits derrière les outils de recherche et qui vont en fait, de manière beaucoup plus invisible, contrôler votre parcours à vous. En tout cas, donc, ces projets de recherche que je vous présentais très rapidement, ils sont partis de cette angoisse d'une certaine manière face à la masse énorme d'objets d'art qui brutalement étaient disponibles grâce à ces numérisations massives, parce que depuis des années maintenant, et en France en particulier, on a des campagnes de numérisation qui ont permis d'avoir des millions et des millions d'objets artistiques, littéraires disponibles en ligne. Le fait que d'un seul coup aussi, on avait accès à un champ de recherche tout à fait nouveau, de voir que tous les canons, les choses qu'on apprenait à voir et à lire habituellement, ça ne représentait qu'une part infime de ce qui avait été produit à diverses époques. Et moi, je travaille en particulier sur le 19e siècle. On se rend compte que les noms qui ont traversé l'histoire et qui sont parvenus jusqu'à aujourd'hui à travers l'histoire de l'art et l'histoire littéraire, c'est une toute petite partie de ce qui était lu. Et très souvent, ce n'était pas ce qu'on lisait, c'était ce que lisait une toute petite partie de l'élite ou une toute petite partie des écrivains ou des artistes qui, en fait, se lisaient entre eux et se voyaient entre eux et travaillaient entre eux. Mais ce que massivement les gens voyaient, lisaient et allaient voir dans les expositions, dans les salons, etc., c'était tout le reste qui est très longtemps resté justement invisible parce qu'on n'y avait pas accès par le biais de l'histoire de l'art et des canons. On n'y avait pas accès par le biais des musées parce que là aussi, il y avait toute une sélection qui était faite. Et si on voulait voir ce que c'était, ça demandait un travail quand même énorme. Il fallait aller dans des fonds spécialisés, chercher des catalogues d'expositions anciens, essayer de reconstituer tout ça. Et là, brutalement, on a accès à tout ça. Et donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on fait face à cette masse documentaire énorme? Comment est-ce qu'on peut l'explorer? Comment est-ce qu'on peut enfin essayer de donner un peu de sens à ces objets-là, parce que les outils qu'on a développés jusqu'à présent ne fonctionnent plus. On a des outils qui ont été développés, je parle des outils méthodologiques ou intellectuels, pour penser justement les œuvres uniques, les grands auteurs, etc. Et là, brutalement, on se rend compte qu'en fait, ils sont dans une marée d'œuvres qui couvrent, et avec des effets de comparaison, de circulation des formes, de reproduction qui font que l'œuvre unique d'un grand écrivain ou d'un grand artiste, ça n'a plus aucun sens de penser ces objets-là de cette manière-là. Et quels outils on peut utiliser justement pour faire ceci, sachant que les outils qu'on a à disposition aujourd'hui, les outils, les algorithmes et les outils d'intelligence artificielle qui permettent justement, quand vous utilisez Google, par exemple, de faire une recherche inversée en images, donc de chercher une image en disant « voilà une image, j'aimerais voir quelles sont les images qui ressemblent à ça ». Tous ces outils-là, ils sont développés par des grands groupes, ce qu'on appelle les GAFAM, donc ces grands groupes sur Internet qui contrôlent une grande partie de
l'attention et qui captent une grande partie de l'attention des gens sur Internet, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, Instagram maintenant, etc., qui, eux aussi, ont développé tout un ensemble de techniques justement pour capter cette attention. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un chercheur qui cherche à explorer ces objets-là et sans utiliser justement les outils qui ont été mis à disposition par ces grands groupes, parce que ces outils ont été pensés essentiellement pour produire de l'argent. Ils sont produits, par exemple, pour vous proposer des robes qui sont un peu semblables à celles que vous avez déjà commandées, ou des chaussures qui ressemblent à celles que vous aviez déjà choisies, ou vous proposer, comme sur Netflix par exemple, un film qui pourrait vous plaire parce que ça correspond à ce que vous aviez déjà regardé auparavant. Donc il y a tout un ensemble de protocoles de contrôle de votre attention qui sont encodés dans les outils qu'on peut utiliser et qui sont proposés par ces grands groupes. Et ce que nous, en tant que chercheurs, on peut essayer de produire nos propres outils d'intelligence artificielle, de les entraîner non plus sur de la marchandise, mais sur les œuvres de l'histoire de l'art, les œuvres de littérature, et essayer de voir si on peut faire émerger des choses, d'autres types de regards, d'autres types de circulation à partir de ça. Donc je ne vais pas vous donner je vais pas vous expliquer en détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet. On a des explications sur ces grands projets. Par exemple, il y avait un projet qui s'appelait ModeUp, qui était un projet de boîte à outils d'intelligence artificielle, où on a développé différents scripts qui permettaient d'extraire les illustrations dans les pages de journaux anciens, et d'autres scripts qui permettaient de chercher des similarités entre ces images, les images donc, qui ont été publiées dans la presse, et les photographies et les négatifs de certains photographes ou de certains artistes. Donc là, vous avez un exemple avec le photoreporter Élie Kagan, qui était actif dans les années 60 jusque dans les années 80, qui a beaucoup suivi les manifestations. C'était vraiment un petit peu le photoreporter des manifs en France à cette époque. Et ça nous permet, ces outils-là, de trouver dans l'immense fonds qu'il a légué à la Contemporaine, la bibliothèque d'histoire qui est à Nanterre, dans des dizaines de milliers d'images de cette bibliothèque, de retrouver et de faire correspondre ces images avec celles qui sont dans les journaux, et du coup de retracer la circulation à grande échelle de ces images. Et on travaille en ce moment, par exemple, sur un projet qui s'appelle ICON, sur les premières photographies des guerres coloniales. Et là aussi, il s'agit d'utiliser ces outils pour essayer de rendre lisibles les images par l'ordinateur, donc de permettre à l'ordinateur de repérer on appelle segmenter les images, de repérer des objets, des personnes, pour que ces images-là, ces millions et ces millions d'images qui, pour un être humain, sont illisibles, on ne peut pas les parcourir et puis repérer des similarités ou quoi que ce soit humainement, mais l'ordinateur y parvient, et du coup on peut faire des recherches, par exemple en cherchant, si vous cherchez un cheval, il va vous sortir toutes les images dans lesquelles il va y avoir un cheval. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de réentraîner ces outils-là pour chercher des objets particuliers qui n'ont pas été entraînés par Google, mais qui nous intéressent nous. Là, comme ce sont des images sur les guerres coloniales, par exemple, on aimerait repérer les différents types d'uniformes, en particulier des uniformes des troupes coloniales, les différents types de fusils, parce que Google, il ne veut pas vous montrer des fusils parce que ça, c'est pas très, on est politiquement correct, exactement. Donc, il faut qu'on développe nos propres outils pour faire ce genre de choses. Et donc, ce sont tous ces questionnements-là qui ont amené à ce numéro. Alors, tous ces questionnements-là, on les a finalement, on a fait à nouveau, on les a recensés. Et donc, on s'est dit que le numérique, évidemment, ça semble une banalité. C'est un objet de recherche, évidemment, en soi. Et en quoi c'est un objet de recherche? En ce qu'il est polymorphe, c'est-à-dire qu'il condense la numérisation, la patrimonialisation, la médiation, c'est le fait de transmettre quelque chose, la remédiation, quand on republie quelque chose, comme les bandes dessinées, par exemple, la création numérique, la perception, donc c'est-à-dire que ça joue sur tout ça, sur les outils d'intelligence artificielle.
Ce qui nous a évidemment intéressé, c'est qu'il oriente la recherche, ça Julien vient bien de l'expliquer, qu'il modifie les pratiques, mais aussi la définition des objets. Imaginez-vous les cartes à jouer, là, moi ça m'a complètement saisi. Donc vous dites, un objet de recherche, finalement, il peut être vu autrement. Il oriente la création et le regard porté sur celle-ci, des objets qui sédimentent des cultures visuelles hétérogènes, c'est-à-dire des cultures visuelles, on l'a vu avec Courbet, qui sont anciennes, qui datent du milieu du 19e siècle, avec une culture visuelle qui est en train d'émerger, tout un tas de pastiches en fait, des objets hybrides qui sont à la fois numériques et à la fois physiques, c'est une tendance je crois qui va en augmentant, que le numérique met en abîme des systèmes de visualisation numérique, mais surtout de surveillance. Il y a tout un imaginaire de la surveillance qui est lié à ce numérique. On va vous le présenter rapidement avec l'article d'Alain Boya. Il bouscule les notions d'œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Qui est le créateur? Doctorialité, qui juge de la valeur? De filiation, donc de filiation et des filiations vraiment différentes, et donc de tradition. La tradition, c'est quelque chose qui est essentiel dans la modernité, la postmodernité. On se réfère, tout est pensé en ces termes-là. Et in fine, donc, le numérique modifie le regard, modifie la vision, modifie les pratiques, les valeurs, l'imaginaire, la mémoire aussi. Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on ne va pas garder? Qu'est-ce qui est digne de l'être? Et on s'est donc posé la question du concept d'œil numérique, de ce que ça pouvait vouloir dire. Donc c'était une volonté de mettre de l'ordre. De quoi parlait-on? De quoi parle-t-on quand on parle de numérique? Et que pourrait subsumer, donc c'est-à-dire rassembler, la notion d'un œil numérique? On va peut-être un petit peu passer parce que donc là c'est l'appel, là, voilà, le temps passe, le sommaire, et tu vas présenter, toi Julien, rapidement les contributions de l'œil numérique. Voilà, ça c'est le sommaire. Je pense que c'est intéressant de donner les quatre. Tu arrives à lire ou pas? Attends, les quatre axes. Voilà, c'est ça. Voilà, on vous présente rapidement. On a présenté ce dossier en 4 axes, qui étaient 4 manières différentes de voir finalement ce que c'était l'œil numérique et ce qu'on pouvait mettre sous ce concept. Donc une première grande partie du numéro est consacrée à l'œil espion, l'idée de l'imaginaire de la technosurveillance, l'idée que derrière œil numérique, voilà, quand vous dites œil numérique, vous pensez tout de suite à 2001 d'Odyssée de l'espace, à des robots qui vous regardent et à cette omniprésence aujourd'hui dans les films et aussi autour de nous de l'œil de la machine qui nous regarde et qui est en lien vraiment avec des questionnements actuels, enfin le fait que même nos téléphones nous sans cesse vérifient ce qu'on est en train de faire, nous proposent des choses en fonction du lieu dans lequel on est, c'est aussi un petit peu ça. Donc on voulait parler de cet imaginaire de la surveillance. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails des... Le cahier avant ? Ah non, mais on va en parler peut-être à la fin. Oh oui, non, mais oui. Voilà. Deuxième grande question, l'œil reconfigurant ce que le numérique fait au médium. Donc le fait que lorsque les artistes eux-mêmes utilisent des outils numériques, ça transforme en profondeur la manière dont ils créent de l'art, mais ça transforme aussi la manière dont on le consomme, dont il est diffusé, dont il est produit. Et donc la grande question, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait penser ce que ces éléments techniques faisaient sur les objets. Et en particulier, par exemple, des contributeurs se sont intéressés à des objets comme la planche de bande dessinée. Le fait que cet objet, qui au départ était un objet essentiellement en papier, et la planche même, la notion même de planche, elle vient du fait que vous avez un objet, un livre, un codex qui propose une surface d'une certaine taille, d'une certaine dimension, etc. Lorsqu'on passe au numérique, lorsqu'on passe à l'écran, lorsqu'on passe au fait de pouvoir scroller à l'infini sur un objet, brutalement, le format de la bande dessinée, il n'est plus aussi évident que ça, et ça a des impacts directement sur l'objet et sur la manière aussi de le lire. Troisième grand axe, c'était la question de l'œil orienté, la manière dont le numérique transformait le regard. Donc là, on est moins du côté des créateurs, mais plutôt du côté des spectateurs. Et le fait que non seulement donc, on voyait différemment avec le numérique, qu'il y avait toute une nouvelle culture du regard qui se mettait en place à travers ces nouveaux objets, ces nouvelles manières de voir, et que ça
mettait aussi en question celle de la question de l'attention, la manière dont on produit de l'attention, dont on capte l'attention des publics, et comment est-ce que le regard en particulier sur l'art était transformé par ces nouveaux objets, ces nouvelles technologies, et comment des institutions comme des musées pouvaient aussi s'emparer de cette question-là pour les intégrer dans l'expérience qu'ils allaient proposer au public. Et dernière grande partie de notre investigation, c'était autour de l'œil augmenté, vision distante et analyse patrimoniale. Là, on s'intéressait davantage à ce que les outils numériques pouvaient faire à l'histoire de l'art en particulier. Donc comment est-ce que les historiens, les chercheurs utilisaient des outils numériques pour transformer la manière dont ils construisaient des corpus, dont ils analysaient les œuvres. Et là aussi, hein, ça rejoint ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait que ça transformait en profondeur ce que c'était même la définition même de l'histoire de l'art par rapport à l'ensemble de nouveaux objets qu'on pouvait avoir en face de nous et l'ensemble de nouvelles méthodes qu'on pouvait avoir pour traiter ces objets. Je crois qu'on peut passer au prochain. Alors, ce qu'on s'est dit, vous avez vu, hein, le sommaire était très vaste et très riche. On est ravis d'avoir aujourd'hui 3 auteurs et autrices de contributions qui donc s'insèrent dans des parties du numéro différents. Hein. On va parler d'œil espion, on va parler d'œil reconfigurant et d'œil augmenté. Et donc, nous avons demandé à ces collègues de présenter leur propre réflexion sur cet œil numérique, sur la question des volumes d'images, la question de la maîtrise des outils et bien évidemment des effets sociaux et de ce qu'on appelle donc la surveillance, la création, le net art en particulier. On va commencer par écouter Jean-Paul Fourmentreau, qui est socio-anthropologue, professeur de philosophie et de sociologie des arts et des médias à l'université Aix-Marseille et qui a travaillé sur toute une série d'objets et en particulier sur l'œuvre virale et donc le net art, sur les rapports entre art et science, le digital et le narratif. Et dans son article, dans sa contribution pour ce numéro, il questionne cet imaginaire, ces images, ces implications de la technosurveillance dans notre monde contemporain. Oui, merci beaucoup. J'ai été très heureux de participer à ce numéro. Mes objets de recherche concernent rapidement les relations entre art et politique, les cultures numériques ou l'anthropologie des techniques. Et pour répondre au thème ici, qui était celui de l'œil numérique ou de la manière dont les technologies numériques transforment les images aussi, je me suis intéressé notamment à la question des images armées ou des images opératoires, pour citer Haroun Farroukhi, c'est-à-dire des images qui sont aussi embarquées dans des drones ou dans des hélicoptères de combat, par exemple, et qui servent sur des missions ou des théâtres d'opérations différents. Un système d'imagerie thermique, notamment, qui a fait l'objet d'un film, qui a été l'objet de mon enquête ici, le film documentaire d'Éléonore Weber, Il n'y aura plus de nuit, sorti en 2020, dans lequel la cinéaste propose un retournement du regard par la transposition finalement dans une salle de cinéma de ces images opératoires et parfois aussi ces images létales, on va y revenir, produites par des pilotes d'hélicoptères de combat sur les théâtres d'opérations de guerre dites chirurgicales menées par l'Occident au Moyen-Orient notamment. À mon sens, ce film, Il n'y aura plus de nuit d'Éléonore Weber, nous confronte à la spécificité du régime de visualité conceptualisé par le théoricien des cultures visuelles Nicolas Mirzoeff pour pointer la dimension autoritaire et surplombante de la vision guerrière, comme l'indiquait le philosophe Grégoire Chamaillou aussi dans un ouvrage important qui s'appelle Théorie du drone, qui est paru en 2013. En devenant stratosphérique, le pouvoir impérial modifie son rapport à l'espace. Il s'agit moins d'occuper un territoire que de le contrôler par le haut en s'assurant la maîtrise des airs. Ça explique tout un pan de la stratégie militaire contemporaine qu'on peut décrire comme une politique de la verticalité, un modèle technologique plutôt qu'un modèle d'occupation. Il s'agit de maintenir la domination sur les zones évacuées par d'autres moyens que le contrôle territorial. Et à cette verticalisation du pouvoir correspond une forme d'autorité aussi qu'on peut qualifier d'hors-sol, où chaque individu, chaque maison, chaque rue, même le plus petit événement sur le terrain peut être surveillé, soumis à des mesures de police ou détruit aussi depuis le ciel. Dans le film d'Éléonore Weber,
À l'instar des pilotes, nous-mêmes, nous faisons corps avec cette machine, avec cet œil numérique, et avec cette machine à surveiller, à tuer aussi, qu'incarne l'hélicoptère ainsi augmenté, puisque faire la guerre ici, c'est d'abord dominer visuellement, avant de shooter. D'ailleurs, ce terme anglais, shoot, dit bien ce couplage entre la caméra et l'arme létale, entre le geste de filmer et celui de tirer aussi sur une cible visuelle. L'œil numérique devient en quelque sorte un œil armé lorsque le mouvement du regard est appelé à diriger celui de canons mitrailleurs ou de lance-missiles, ce qui est le cas ici des pilotes qui sont au sein de ces hélicoptères. Je vous montre une séquence que j'ai découpée ici qui met en abîme à la fois les images produites par les pilotes, mais aussi leur discours face à des situations qui les préoccupent et qui sont des images extraites du film lui-même. La cinéaste questionne ces machines de vision finalement en soulignant également ces failles, leurs failles, car la situation déjoue paradoxalement l'idéal du regard objectif. Plus les pilotes surveillent, plus ils scrutent, plus ils s'obstinent aussi à voir, plus la réalité paradoxalement semble leur échapper. Le désir de voir est ici étrangement corrélé à une quasi-absence de visibilité, comme vous le voyez. Ce que nous montre le film, c'est qu'on ne voit pas grand-chose en réalité, qu'on voit mal, sinon des dégradés de gris, des lueurs, une atmosphère brumeuse. Et seuls les tirs, en réalité, sont redoutablement précis, exécutant parfois des cibles incertaines. Je vous renvoie à ce qu'avait révélé Wikileaks, le collateral murder, par exemple, Julian Assange, qui avait montré comment des pilotes identifiant des armes, enfin confondant des armes avec des pieds de caméra photo et des appareils photo, avaient tué des journalistes de l'agence Reuters, pensant que c'était des criminels. L'angoisse de la perte de vue, c'est le terme qu'emploient les pilotes ici, la perte de vue se conjugue à celle de la faute ou de la bavure aussi, qui est de plus en plus présente, qui plane, qui angoisse aussi ces soldats. La pulsion de voir entre fascination et effroi se conjugue à une obsession du contrôle et de la surveillance, pouvant conduire, alors c'est assez étrange aussi quand on voit le film et quand on fait l'expérience du film, ça peut nous conduire, nous aussi, spectateurs, à halluciner le réel. Le film montre et met en abîme cette hésitation des pilotes, le doute, la culpabilité face au déploiement de technologies toujours plus sophistiquées, de chasse à l'homme, comme le dirait encore Grégoire Chamaillou, qui engendre un sentiment de dévalorisation de la guerre pour les pilotes. Il y a aussi une crise de l'éthos militaire qui se pose ici, puisqu'ils se sentent dépossédés aussi de leur manière habituelle de faire. Dans un contexte où, comme l'a bien montré encore Grégoire Chamaillou, l'éthique du combat, je le cite, se déplace pour devenir une éthique de la mise à mort, une nécroéthique, une éthique de bourreaux et d'exécuteurs, mais plus de combattants. Ressurgit ici toute l'ambivalence, évidemment, énigme des images, qui ne dévoilent qu'une partie d'elles-mêmes, qui se cachent derrière les apparences, qui déjouent le leurre d'une réalité et d'une société qui serait sans mystère, où les technologies numériques pourraient faire la transparence absolue, c'est-à-dire rendre tout, absolument tout visible. Alors, j'ai envie aussi, moi, ici, dans un contexte où on parle d'histoire de l'art, de souligner combien cette exploitation de l'image thermique a eu quelques précédents dans l'histoire de l'art. Par exemple, dans le travail de l'artiste photographe et vidéaste israélienne Michal Rovner, dont la série de Polaroid, Decoy, L'heure, en 1990, détournait déjà l'esthétique des nouvelles machines de vision thermique employées lors de la première guerre du Golfe. On en voit quelques exemples ici. Privée de son lieu de vie, loin de chez elle, Michal Rovner a réalisé cette série en photographiant la souffrance à distance, je prends les mots de Luc Boltanski ici, depuis son écran de télévision. Ce qu'on voit ici, ce sont des images captées à travers l'écran, à travers ce média qu'est la télévision, qui était le seul point de contact finalement avec ces guerres distantes. L'artiste attachait une attention particulière à l'errance et à la vulnérabilité de ses victimes thermiques, comme elle les appelait, et qu'elle photographiait ici. Deux autres artistes, Daniel Treper et Victoria Manstati, ont également eu recours à cette technologie thermique dans l'objectif de rendre compte des opérations de destruction, cette fois, des habitats palestiniens par l'armée israélienne.
Leurs œuvres, From Above, 2014, Thermal Gaza, 2015, et The Third Eye, questionnent tout d'abord les usages de l'image thermique comme arme de guerre, encore une fois. Leur démarche est adossée à une enquête au long cours auprès des fabricants des principales innovations optiques et industrielles sur le terrain des images de guerre, à l'instar des firmes Controp, Pectativa, dont les systèmes d'imagerie équipent encore aujourd'hui les drones militaires israéliens. Mais les artistes s'attachent aussi à rendre visibles les dommages causés par ces technologies, par l'usage de ces technologies sur le paysage notamment, au cœur de la bande de Gaza, où ils rencontrent des survivants et photographient à l'aide de la thermographie les scarifications, on pourrait dire, du paysage urbain, la présence humaine fantomatique aussi, réfugiés au sein de maisons éventrées suite aux frappes israéliennes. Et enfin, dernier exemple, dans la lignée toujours de ces investigations, loin de la recherche, on le voit ici, d'une précision scientifique ou de l'écueil d'une spectacularisation des événements également, on peut penser à l'œuvre du photographe Antoine D'Agata, qui explore également ce dispositif technique de la photographie thermique, mais avec des images, des photographies qui enrayent paradoxalement la quête de transparence absolue chère aux institutions de surveillance. Il ne s'agit pas ici de revendiquer une visibilité ou une traçabilité absolue pour lui, mais au contraire de cultiver une certaine opacité. Et dans cette série, notamment, Virus, la vie nue, qui l'a conduite durant les 3 premiers mois de la pandémie de la Covid-19 survenue en 2020, durant laquelle l'artiste est intervenu sur 2 théâtres d'opération différents, la rue, délaissée de ses habitants, mais aussi les hôpitaux, où il a photographié cette fois l'urgence, l'activité des soignants auprès des patients, etc. Il a été accueilli dans plusieurs EHPAD, dans plusieurs hôpitaux en France. Dès le premier jour de ce confinement, il arpente les rues de Paris, notamment équipé d'une caméra thermique qui lui permet de capter et d'enregistrer les traces de cet épisode viral qui, comme on le sait, a métamorphosé la ville en un théâtre d'âmes errantes, de têtes baissées, de corps fuyants. Il a consigné l'errance des corps, atterré par les mesures de distanciation sociale qui ont creusé à ce moment-là le sentiment de solitude et d'isolement. Et il a côtoyé, d'une certaine manière, ceux qui restent, qui continuaient d'habiter la rue, les sans-abri, les prostituées, les junkies, plus que jamais livrés à eux-mêmes et perçus alors comme des figures repoussoires parce que précisément non confinés. Il a croisé aussi l'ensemble des travailleurs de l'ombre, eux-mêmes habituellement si peu considérés et que l'on qualifiera pourtant plus tard d'essentiels, peut-être avant de les oublier à nouveau, hélas. Cette période est assez emblématique puisqu'internationalement, les gouvernements se sont lancés aussi contre une véritable guerre, dans une véritable guerre contre le virus, ou plus exactement dans la traque de signaux de contamination d'un virus dont on ne savait pas grand-chose encore et auquel on ne pouvait rien. Et une société de surveillance s'est mise en place, en ordre de marche, focalisée sur la détection des symptômes, bien sûr. Il s'agissait de révéler l'invisible, de rendre mesurable et appréhendable ce que l'œil humain ne peut capter, en l'occurrence la chaleur des corps contaminés. Pour ce faire, les gouvernements ont mobilisé des instruments de quantification de ces ondes de chaleur, à l'instar du thermomètre, bien sûr, mais aussi des caméras thermiques, etc. Les 2 séries d'images, celle prise dans la rue, celle prise à l'hôpital, présentent un fort contraste, sans doute, puisque si les images de rue témoignent d'une désaffection du lien social, d'un isolement ou d'une souffrance des corps ainsi abandonnés à leur solitude, les images d'hôpitaux, quant à elles, traduisent peut-être la force des engagements et des rituels de soins, d'attention et de considération. Bon, voilà, encore une fois, le photographe et cinéaste a choisi de détourner une technologie de repérage et de contrôle, un outil de surveillance, initialement conçu pour un usage militaire, on l'a vu, et guerrier, qu'il choisit ici de manipuler à contre-emploi, à l'inverse d'une quête de localisation ou d'identification. Alors après, l'œil espion et plus que ça, puisqu'il y a aussi des questions au-delà de la surveillance, question du corps et du rapport à l'environnement social. Nous allons passer maintenant à l'œil augmenté, et nous sommes très heureux d'accueillir dans cette table ronde Isabella Di Lenardo, chercheuse à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui travaille sur le numérique dans
l'histoire de l'art, l'histoire urbaine, l'archéologie, le patrimoine. Alors vous avez écrit sur Dürer et sur Bosch, mais aussi sur Venise, sur le cadastre napoléonien, toute une série de choses qui aujourd'hui se tournent beaucoup vers une réflexion sur la cartographie. La cartographie et le numérique, ce que le numérique permet à l'approche de la géographie, géographie historique et géographie contemporaine. Et dans le numéro sur l'œil numérique, vous signez un article avec Frédéric Kaplan, dont le titre est tout à fait remarquable, « Ce que les machines ont vu et que nous ne savons pas encore ». Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup à tout le public aussi. Oui, donc plusieurs argumentaires sur la table, très intéressantes. Donc, qu'est-ce que nous avons essayé de faire avec Frédéric dans ce texte? Essentiellement, essayer de répondre, essayer de répondre au moins en partie à toute une série de questions que justement Julien et Laurence ont mentionnées auparavant. Par exemple, comment ces algorithmes travaillent sur les images. Parce qu'on a un petit peu l'impression qu'on est face à la nuit noire avec toutes les vaches noires, mais ce n'est pas comme ça en fait. Donc ce n'est pas vrai. Il y a on dirait des structures claires qui agissent sur les images et qui sont capables de piloter, de diriger, pas seulement évidemment le regard machinique, mais aussi le regard de la recherche, le regard humain. Pour le faire, on a dû essayer de comprendre un petit peu déjà quel type d'objet regardent les machines. Donc, quand on parle d'algorithmes d'apprentissage, qu'il s'agit un peu désormais moins récents Convolutional Neural Network, donc tout ce qui est l'apprentissage profond pour les images, ou qu'il s'agit de plus récents transformers, par exemple, on a mentionné ChatGPT, il y a des datasets d'images qui sont regardées par les machines, les algorithmes sont entraînés sur ces datasets, et donc du coup, le regard, on dirait l'apprentissage qui en fait, est déjà orienté. Et donc, on s'est interrogé sur ça, quels sont les corpus sur lesquels travaillent ces types d'algorithmes, et on a essayé de déduire un schéma qu'on ne va pas illustrer en détail parce qu'évidemment on n'a pas le temps, mais est bien discuté dans le texte. Il s'agit de comprendre, là on a considéré des objets qui ont, on dirait, patrimoniaux, qui ont à voir avec l'art dans le sens plus large, mais bien évidemment il faut déjà savoir que les entraînements agissent pas seulement sur des objets patrimoniaux, donc des images visuelles qui font d'une manière ou d'une autre référence à des corpus artistiques, mais aussi sur des images un peu plus génériques. Et essentiellement, il s'agit d'une petite partie par rapport déjà à l'ensemble des objets artistiques produits dans l'histoire, évidemment, à l'ensemble des objets survivants, donc qui sont arrivés jusqu'à nos jours, à l'ensemble des objets photographiques OP, donc, parce qu'il y a encore beaucoup de patrimoine qui n'a pas encore été numérisé, et puis aussi à l'ensemble des objets étudiés, OE. Dans les images numériques, il y a essentiellement, à notre avis, trois typologies de matière: la matière noire, la matière éclairée, la matière inerte. Et la matière éclairée, on peut insérer dans cet ensemble toutes les images qui ont été étudiées au moins une fois par un chercheur, donc on en a discuté. La matière inerte, très intéressant parce que c'est ce que nous appelons le capital visuel, ce sont les images numérisées, mais pas encore dans la disponibilité du public. Attention, parce qu'on parle des images patrimoniales qui sont dans les institutions patrimoniales, dans des serveurs des institutions patrimoniales, mais qui n'ont pas encore fait l'effort, pour X raisons qu'on connaît très bien, de sortir et d'être dans la disponibilité du public, mais il y a aussi beaucoup de privés, de particuliers, et aussi beaucoup d'entreprises qui possèdent cette matière inerte. Et puis il y a la matière noire.
Et c'est là qu'on arrive sur une notion très intéressante parce que la plupart de ces algorithmes sont entraînés aussi sur la matière noire du visuel, c'est-à-dire des images qui ont été numérisées, qui sont déjà dans la disponibilité du public, et donc par ailleurs, ils peuvent être, comme dans Gallica, en open source aussi, mais ils n'ont pas encore fait l'objet d'une étude spécifique. Donc se pose tout de suite toute une série de questions à laquelle on ne peut pas répondre, et peut-être d'autres le feront, d'après nous. Déjà, quelle est la taille réelle de ces ensembles? Est-ce qu'on connaît, quand on parle de connaissance historique sur le visuel, on connaît la taille de la représentativité de cette connaissance? À mon avis, c'est une question très intéressante. Maintenant qu'on travaille avec les algorithmes, est-ce qu'on peut extraire des notions, des informations qui sont représentatives pour la science historique? Véritablement, oui ou non? Alors peut-être il y a quelque chose de discret, au niveau de l'opérationnalisation à faire sur ça. Et puis, est-ce qu'il est possible d'étendre les échelles d'études en utilisant le regard machinique? Évidemment, apparemment, oui. Et si oui, de quelle manière? Et puis encore, comment la matière noire est impliquée dans ce processus? Donc, on a essayé de répondre au moins en partie à tout ça. Quand on regarde la matière noire, qui est la chose qui plus nous intéresse, parce qu'il faut comprendre comment les algorithmes y travaillent sur ces éléments, on peut essentiellement diviser les informations, la connaissance extraite par les algorithmes dans deux classes. Il s'agit des informations explicites, connaissances explicites, et connaissances implicites. Plus que connaissances implicites, on peut parler justement de savoir-faire, parce que ce que la machine a vu, on ne le sait pas, mais on le voit par le résultat de la représentation visuelle. Et quand on parle des connaissances explicites, on a essayé justement de classifier les typologies d'algorithmes qui travaillent sur les images. Essentiellement, il y a 4 familles, mais évidemment, ça, c'est encore un travail à raffiner. Hein. C'est juste une piste, une direction d'analyse. Hein. On n'a pas la prétention d'avoir tout résolu, mais ça nous semble intéressant de pouvoir essayer de déchiffrer un petit peu ces éléments. Donc il y a des systèmes d'images et donc du coup d'algorithmes qui se basent sur une analyse et une reconnaissance par concept, qui est à peu près ce qui vient de montrer Julien par rapport au tagging dans les images. Il faut dire que ce n'est pas récent, ça a été inventé grâce à ImageNet, 14 millions d'images qui ont été annotées manuellement et puis réentraînées, et ça date des années, tout début des années 90, donc c'est un peu ancien, mais ça peut aller très loin dans la classification des ontologies pour l'histoire de l'art. Par exemple, Iconoclast pioche dans 7 types d'algorithmes. Okay, donc on peut créer des clés visuelles, des clés textuelles appliquées à des descriptions d'objets, et on peut les hiérarchiser comme on veut. Et ça, c'est la première classe. Puis il y a les entités nommées, deuxième groupe. Attention, c'est très différent de la première classe, parce que dans la première classe, quand on tag chien, il peut y avoir tout et son contraire. Donc, toutes les races de chiens sont impliquées dans le tag chien. Par contre, quand on classifie par entité nommée, ce n'est pas du tout le cas. Donc, si on classifie Brad Pitt, c'est sans doute son image, tout le temps, référée à son entité nommée. Et c'est justement la structure de données qu'utilise Wikidata et plusieurs bases de référentiels qui sont diffusées partout. Puis il y a une troisième et quatrième classe assez intéressante parce qu'elle se base que sur la similarité, on dirait, donc plus que similarité, la proximité visuelle. Dans la troisième classe, il y a tous les images qui font référence au même objet. Attention, parce que
est possible, la machine est capable de reconnaître s'il s'agit d'images dérivées du même objet, dans le sens d'identité de cet objet spécifique, pour l'humain est beaucoup plus compliqué à faire, mais ils ont peut-être des points de vue, des perspectives un petit peu différentes. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, du réalignement des images photogrammétriques d'architecture. Quand vous faites une photogrammétrie d'un bâtiment, l'algorithme qui est appliqué pour relier toutes les prises, les captations photographiques au même objet, se base justement sur ce principe. Et puis il y a une quatrième classe qui est la classe de la morphologie, et donc un petit peu de ce qu'on pourrait définir le motif, donc la variation par rapport à un même motif qui se propage, mais pas tout à fait de la même manière. Chose très diffusée, nous avons fait un projet en 2015 encore, tout au début de l'apprentissage profond sur des corpus historiques, justement en essayant d'étudier quel était le principe déjà pour avoir une inférence par rapport au médium utilisé. Donc, qu'il s'agit d'un tableau, qu'il s'agit d'une gravure, qu'il s'agit d'un dessin, l'enjeu est de reconnaître le même motif dans des médias, on dirait, un petit peu différents, et ce n'est pas anodin pour la machine. Mais ça relève encore de la connaissance explicite. Donc, on connaît qu'on peut tuner, donc on peut régler les algorithmes selon ces 4 classes, et faire un travail, un projet sur la classification d'entités nommées n'a rien à voir avec un projet sur la morphologie, qui n'a rien à voir avec un projet sur la reconnaissance de points de vue sur des mêmes objets. Évidemment, il peut y avoir de superposition, donc il peut y avoir des projets ou des cas dans lesquels, par exemple, 2 ou 3 questions sont reliées ensemble, et du coup on a des moteurs de recherche qui se basent sur des questions reliées et qui piochent dans toutes ces classes d'algorithmes ou pas. Sauf que, à un moment, pour être plus précis, on dirait en 2017, les choses ont un petit peu basculé parce qu'une nouvelle architecture d'apprentissage est arrivée et s'appelle les Transformers. Et ce n'est pas un titre d'un film hollywoodien, même si ça donne un petit peu cette nuance. Essentiellement, c'est une technologie très intéressante qui arrive du monde du texte et pas de l'image. Et c'est une technologie à travers laquelle on peut traduire un texte donné dans n'importe quelle autre langue. Donc on a un point d'entrée d'un texte et puis un point de sortie du même texte. On n'a pas le temps pour expliquer en détail comment ça marche, mais essentiellement, attention, il ne s'agit pas pour le texte d'une traduction mot par mot, mais les transformers appliquent ce qu'on pourrait appeler des modèles de langage. Donc en fait, des structures bien plus larges de compréhension de la phrase qui se basent à la fois sur la sémantique, mais aussi à la fois sur la grammaire. Et cette technologie est arrivée aux images. Et du coup, par exemple, dans l'image, voilà, là, il n'y a pas tout à fait. Donc, ce sont 2 images générées avec Midjourney. Aujourd'hui, justement, il y a pas seulement des outils publics, mais aussi des outils privés de générateurs d'images, comme par exemple Midjourney. Et ce sont 2 images que j'ai créées juste donnant à la machine à lire le texte de la description d'un tableau passé par un vente aux enchères en 1810 et un autre en 1741, de tableaux disparus. Et la chose intéressante est que il y a un système qu'on connaît, s'appelle encodage et décodage, que la machine fait sur la base de X annotations et entraînements que les algorithmes ont fait sur la matière noire, et donc sur des corpus d'images dont on ne sait pas comment ils sont structurés, qu'on ne connaît pas. Et ce que la machine nous restitue, donc exactement ces images, c'est le seul indice
que nous avons pour essayer de retrouver, en faisant une espèce de reverse engineering, donc en remarchant à rebours, qu'est-ce qu'a vu la machine de pertinent ou pas pertinent par rapport aux connaissances historiques. Je vais conclure en disant que la réponse aujourd'hui n'est pas donnée, donc je ne suis pas ici pour donner la solution, mais c'est très important de comprendre que très clairement, il y a un avant et après la génération automatique de textes et images faites par la machine. Déjà parce que toute la puissance génératrice des robots va devenir un corpus en lui-même, et ça c'est super intéressant à étudier en termes d'autoréalité des intelligences artificielles, mais aussi de qu'est-ce que seront ces corpus que les machines vont produire, et puis de connaissances historiques. Et les historiens, nous pensons, que devront devenir des espèces de centaures, pour reprendre la métaphore de Garry Kasparov lors de ce match d'échecs, c'est-à-dire ils devront apprendre à poser à la machine les bonnes questions pour sortir des bonnes réponses. Parce que la seule chose que la machine aujourd'hui n'arrive pas à faire, peut-être le fera, est de comprendre si la question posée est absurde ou pas, si elle est pertinente ou pas. Mais la réponse pour la machine sera toujours juste parce qu'elle est basée sur son corpus d'entraînement. Dernier mot, pour les institutions patrimoniales, la seule manière de faire que tout ce savoir et les clés de la connaissance historique dans le visuel ne soient pas confiés à des acteurs privés, parce qu'aujourd'hui c'est ça que nous voyons à l'horizon, et de faire que les acteurs patrimoniaux ouvrent les portes des institutions aux images numériques, mais aussi à l'aide computationnelle. Il faut travailler avec les algorithmes sur les images, avec les connaissances des historiens. Ça, c'est sans doute important pour les prochaines années. Merci. Notre troisième et dernière autrice présente ce soir est Nathalie Dietschi, professeure assistante d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne. Vous êtes spécialiste de la photographie, mais aussi de l'art généré par les machines. Vous avez réfléchi notamment aux représentations du Christ, sur lesquelles vous avez beaucoup publié. Et la question que vous posez dans le dossier, c'est la question justement de l'œil reconfigurant. Est-ce que ces nouvelles images, est-ce que le numérique produit un nouvel art? Vaste question. Oui, merci. En réalité, je me suis vraiment intéressée à l'œil numérique dans l'art contemporain, dans ce régime des images que nous connaissons, c'est-à-dire quel regard portent les machines sur le monde et quel contre-regard en réalité peuvent proposer les artistes aux représentations du monde que produisent les machines. Donc, je suis partie bien sûr dans l'histoire des représentations, de la tradition de l'œil divin, omniscient. Hein. Ensuite, on passe, pour le dire rapidement, à l'œil de la raison avec les lumières. Et puis aujourd'hui, à l'œil machinique, aux machines de vision, qui ont donc remplacé les rayons divins, ou ensuite profanes et éclairés par des rayons électriques. Donc, bien sûr que c'est une thématique, l'œil machinique, ubiquitaire, c'est une thématique évidemment très largement étudiée dans le champ de l'art contemporain, avec des expositions aussi qui ont été organisées, notamment dès le début des années 2000 à Karlsruhe. Il y a une grande exposition autour de la rhétorique de la surveillance, avec un très gros catalogue d'expositions très, très, très riche, autour de la surveillance rétinienne, mais pas uniquement, puisque lorsqu'on parle de surveillance, l'ouïe, l'écoute est aussi un élément important. Mais dans le cadre de ce numéro de Société et Représentation, je me suis donc intéressée au regard de la machine depuis les années 2000, à partir du constat porté par l'artiste et cinéaste Haroun Farroki, dont Jean-Paul Formonteau a parlé tout à l'heure, au sujet des images fantômes. Haroun Farroki parle de ces images fantômes. Ce sont des images produites
dans le cadre d'opérations militaires, dont parlait mon collègue à l'instant, donc des images satellitaires, des images opérationnelles, opératoires, operative images, et qui ne sont pas destinées à l'œil humain, qui sont destinées à la lecture par des machines. Donc ce sont des images faites par des machines pour d'autres machines, et l'œil donc humain est exclu du processus, et au fond c'est la première fois dans l'histoire que les machines produisent des images pour d'autres machines et que l'œil est exclu de la boucle. Donc je suis partie donc, de ce constat d'Haroun Farrokhי et notamment de sa trilogie intitulée I, Machine, donc du début des années 2000, où notamment, il fait un montage avec des images satellitaires et à partir donc, de la guerre du Golfe, donc de cette nouvelle ère, de ces machines qui portent elles-mêmes un regard sur le monde, de l'ère de l'image automatisée, dont on parle souvent, constatée déjà par Wilhelm Flusser au milieu des années 90. Paul Virilio aussi, on en a parlé, bien sûr. Je reviens là-dessus, sur cette idée d'une vision de la machine sans regard. Donc, et en fait, ce qui m'a intéressé, bien sûr, c'est que le regard de la machine existe. Il n'est pas vraiment aveugle, puisque c'est ce que j'essaie de montrer, et c'est ce que essayent de montrer les artistes qui m'ont intéressé. Ce regard n'est jamais neutre, bien sûr. Donc, notamment, je me suis intéressée au travail de Trevor Paglen que vous voyez ici, Trevor Paglen, qui est un artiste américain basé à Berlin, qui a un travail sur les images et les systèmes d'imagerie cachés, donc l'idée que nous sommes envahis d'images invisibles, mais qui nous regardent, les images satellitaires notamment, dans le cadre aussi de la surveillance gouvernementale américaine. Et Trevor Paglen a rédigé un article en 2016 intitulé « Invisible Images, Your Pictures are looking at you », donc les images invisibles, vos images sont en train de vous regarder. Donc c'est l'idée en fait que ces systèmes d'images automatisés produisent des images sur le monde, sur nous, pour d'autres machines. Et ce sont ces images invisibles que les artistes essayent de traquer et de déconstruire, de mettre au jour pour qu'on les voit. Et le constat que porte Trevor Paglen, qui je pense est un constat très juste, c'est qu'avec le numérique, le régime des images, le véritable bouleversement dans le régime des images n'est pas vraiment que le numérique est a modifié la nature, par exemple, de la photographie. Vous savez que dans les années 90, on a parlé de la mort de la photographie en raison du numérique, alors qu'on n'a jamais autant photographié. Donc, bien sûr que ça n'a pas été le cas, mais enfin, c'était plutôt en raison des manipulations qu'on pouvait faire en post-production. Mais le grand changement, c'est plutôt que la majorité des images produites aujourd'hui dans le monde sont des images produites par des machines. Les caméras de surveillance, par exemple. Donc, le plus grand auteur, entre guillemets, d'images, en fait, c'est une machine. Ce sont des machines. Et ça, c'est un bouleversement fondamental que Trevor Paglen explore dans son travail. Ici, vous avez deux exemples qui m'ont intéressée dans mon article. Notamment Machine Readable Hito, que vous voyez ici, c'est cette galerie de portraits de Hito Steyerl, qui est une artiste allemande qui a aussi un travail sur les systèmes numériques et les cultures numériques, un travail aussi engagé de déconstruction qui est important. Et ici, vous avez un travail en fait d'analyse physionomique par les algorithmes. En fait, sous chacun de ces portraits, vous avez ce que la machine a détecté, des émotions de Hito Steyerl qui, si vous allez dans les détails, mais je vois que je n'ai pas... Oh, pardon, je suis sortie. Je ne sais plus comment faire. Je n'ai plus les slides suivantes. Mais donc, en fait, sous chacun des portraits, vous avez ce qu'a détecté comme émotion, ce qu'ont détecté comme émotion les algorithmes, avec bien sûr Hito Steyerl qui caricature les expressions, qui fait des grimaces. Donc on voit aussi, on pourrait aller loin dans l'analyse, disons, de ce que fait Steyerl avec Trevor Paglen sur ces questions de la reconnaissance faciale. Donc vous voyez aussi un travail de contre-pouvoir
que propose Trevor Paglen, et puis l'importance, notamment dans ce travail, d'avoir une approche avec une histoire longue, c'est-à-dire que dans le cadre du travail de Paglen, on peut revenir bien sûr au système anthropométrique de Bertillon, dans la photographie criminalistique, bien sûr, jusqu'à Galton, Francis Galton, et qui a amené à l'eugénisme, donc toutes les questions éthiques, bien sûr, des usages de ces systèmes qui se posent et qui sont travaillés par un certain nombre d'artistes contemporains. Donc, dans mon article, j'essaye justement de travailler sur ce regard faussement neutre et comment les artistes aussi dans ce monde hyper connecté, travaille aussi la circulation justement de ces images. Ben voilà. Merci. Donc, est-ce qu'on a la suivante ou pas? Voilà. Voilà, vous avez alors juste avant, si on revient juste avant, voilà, on a un détail. Donc vous voyez, comme je vous disais, si on va dans les détails, on voit aussi les grimaces que fait Hito Steyerl. Et donc sous chacun des portraits, vous avez ce qu'a compris, la lecture donc de ce portrait par la machine. Si on va à la suivante, volontiers, donc voilà. Là, ce qui m'intéressait plutôt ici, c'est un travail de Eva et Franco Mattès, qui sont des deux artistes italiens, un duo d'artistes italiens parmi les pionniers du net art, donc du milieu des années 90, qui appartiennent maintenant à ce qu'on appelle le post-internet, donc post-mi-année 2000, c'est une œuvre intitulée Personal Photographs. Donc vous voyez, on est ici dans des images invisibles qui échappent à notre regard, puisqu'en fait, ce sont des images qui circulent en boucle infinie entre deux micro-ordinateurs au travers de ces câbles qui prennent place dans l'espace d'exposition. Et ici, les images, ce sont des données, parce que c'est ça aussi ce qui est important de dire dans ce régime numérique, c'est que les images sont des données, elles circulent, hein, ce sont les voiries du visible dont parle Peter Sandy. Et ici, c'est ce qui m'intéressait, c'est l'image en tant que donnée en réseau, et puis surtout, ce qui est très important, qui prennent une forme matérielle dans l'espace d'exposition. Là encore, dernier exemple, et je terminerai là-dessus, L'œil de la machine, c'est le titre de cette œuvre de Miguel Chevalier, qui est un artiste français. Et vous avez ici des œuvres d'Ingres qui sont décomposées en polygones, cette tessellisation qui est faite en fonction des déplacements des visiteurs dans la pièce. Donc système assez complexe, mais pour montrer en fait que la machine ici prend les données du visiteur. Donc de nouveau cette importance en fait de la corporalité, de l'observateur, qui vient ici modifier l'image ou les représentations de l'art, disons, traditionnel. Donc ce qui m'intéressait ici, c'était de revenir à ce regard de la machine, qui n'est jamais neutre, bien sûr, qui n'est jamais naïf, pour reprendre le titre de Régis Debray de son ouvrage L'œil naïf. C'est jamais un regard innocent, bien sûr, et quelles sont les stratégies de déconstruction de cet œil de la machine que peuvent proposer les artistes. Et pour terminer, bien sûr, les logiciels de génération d'images comme DALL-E, comme Stable Diffusion ou Midjourney, et je ne sais plus quel en couverture du livre, c'est Stable Diffusion qui a été utilisé, et bien là, effectivement, se pose la question de ce que va proposer, ou ce que propose déjà la machine comme représentation du monde. Et les artistes sont là, à mon sens, pour apporter un regard critique sur ces nouveaux outils, sont peut-être ceux qui peuvent aussi justement nous faire réfléchir avec ces programmes de génération d'images qui, bien sûr, soulèvent des enjeux éthiques, à mon avis, extrêmement importants, en ce qui concerne aussi les biais représentationnels qu'ils peuvent engendrer. Merci beaucoup. Alors, on a parfaitement tenu notre temps et il nous reste 10 minutes pour vous écouter, réagir, questionner éventuellement les chercheuses et les chercheurs qui sont là, nous faire part de ce que vous pensez de cet œil numérique. C'est vrai que c'est une question extrêmement actuelle, on l'a senti dans les interventions. Donc la parole est à qui veut la prendre dans la salle. S'il y a des questions, des remarques, c'est avec grand plaisir. Alors, si vous préparez peut-être vos questions, est-ce que quelqu'un... Oui, allez-y. Vous voulez le micro? Ça va? J'ai une question pour savoir si ça a été plus fort peut-être, s'il vous plaît. D'un point de vue économique, il me semble que la part
c'est une excellente question sur tout ce qu'il y a évidemment comme enjeu économique. Est-ce que quelqu'un peut répondre, vous donner quelques éléments de réponse à cette question-là? Non, mais un des tout petits éléments de réponse, on n'a pas utilisé de manière centrale dans le numéro, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la question de qu'est-ce qu'on fait face à des GAFAM, et face à des entreprises comme OpenAI, par exemple, qui peuvent dépenser des millions et des millions pour entraîner des modèles qui sont mis à disposition ensuite, quand nous, on est des chercheurs qui avons du mal à trouver 500 € pour organiser une journée d'études. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans cette... Voilà. On en parle un petit peu. Et puis l'autre grande question, oui, c'est justement le fait que, ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est la question de la visualité numérique, elle est essentiellement liée à la question de la monétisation de l'attention. Donc comment est-ce qu'on produit des images et on présente les images que les consommateurs vont avoir davantage de chances d'avoir envie de voir et de continuer à voir. Et donc derrière toute la logique du contrôle du visible dans la culture aujourd'hui, en particulier à travers toutes les plateformes type Netflix, etc., qui décident d'une certaine manière de ce qu'on va proposer à chacun. Il y a ces algorithmes qui sont fondés sur le fait de capter au maximum l'attention et garder le plus en plus le consommateur. Et voilà, enfin, aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou quoi que ce soit, on est dans des micro-niches qui permettent de nous montrer ce qui a le plus de chances de continuer à capter notre attention dans le futur. Et alors peut-être que ces outils-là, d'une certaine manière, ils vont aussi transformer les choses. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner des outils de ce type d'outils-là, voilà, qui permettent de générer des images, mais qui ont été générés à partir de modèles qui ont été entraînés là aussi sur les images qui étaient le plus visibles, le plus lisibles, le plus... Partie de ces images, et que dans le numéro, vous avez pensé aussi à un cahier iconographique dont on va voir en fait quelques exemples, c'est ça C'était pas forcément l'idée, mais juste je voulais montrer par exemple que on a toujours tendance à chercher des modèles, alors que ça fonctionne pas comme ça, puisque ça fonctionne par algorithme, mais nous on cherche des matrices parce que c'est une déformation professionnelle. Et par exemple, là, ce qu'on a quand même pu repérer, c'est ça a été généré avec quels étaient les mots-clés? C'est œil numérique. Peint par Mon. Et donc ça donne un jeu assez reconnaissable. Et puis évidemment, ce qui va ressortir comme modèle, c'est les modèles les plus diffusés. Et les plus diffusés, c'est ceux qui sont liés à des publicités d'exposition et de produits dérivés. Alors, c'était par exemple pas tant sur cet exemple-ci, comme sur celui-là. Voilà, c'est ça. Sur Moucha. Moucha, c'était... c'est... Je vous le dis. Mais non, faut deviner. Hein. Mais c'est parce que c'est une affiche qui a été énormément vendue en produits dérivés et qui continue d'être rachetée énormément en produits dérivés. Donc on le retrouve dans cette génération d'images. C'est-à-dire n'importe qui va faire qui va vouloir taper sur ça fonctionne avec du texte, avec des prompts. Une image d'après Moucha risque de tomber sur ce modèle-là, qui fait que ça va être encore acheté davantage. Voilà. C'est les deux exemples les plus frappants. Oui, juste un petit mot pour dire que, comme on l'a sous-entendu, certaines plateformes sont payantes, certains algorithmes offrent un service gratuit, mais d'autres un service payant. Les bases de données elles-mêmes peuvent être gratuites ou payantes. Et puis enfin, il y a aussi les NFT, qui est un modèle quand même très intéressant de valorisation économique de ces images, puisqu'elles deviennent le lieu de spéculation également. Voilà, quand elles sont... Alors, elles peuvent être échangées et elles peuvent aussi devenir des objets marchands qu'on va pouvoir acquérir, collectionner, etc. quoi. Oui, justement, on était à un colloque ensemble hier à Lausanne où Laurence Allard parlait justement de l'Internet de la transaction aujourd'hui. Vraiment un lieu où on échange et où on vend, on capitalise, jusqu'à maintenant la vente de même Internet, alors qu'avant c'était vraiment des images qu'on partageait et qui maintenant peuvent être justement NFTisées, c'est-à-dire on en fait des NFT pour des jetons non fongibles, pour les vendre, pour en faire aussi des certificats d'authenticité. Donc on plaque en fait un système
issu en fait du marché de l'art traditionnel, si on veut, qui valorise la rareté, l'originalité, dans une culture numérique qui au départ, au contraire, se voulait celle du partage, voire de l'anonymat. Voilà. Donc on est effectivement dans des années de changement qui va plutôt vers une capitalisation, vers de la spéculation. Même si les deux modèles peuvent continuer. Absolument, oui. La viralité propre à Internet, c'est la circulation de l'échange, du partage, mais aussi celui de la rivalité, puisque de plus en plus ça devient un lieu de connexion, de monétarisation. Et d'ouvrir à de nouveaux acteurs aussi. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques par rapport à ces présentations? Oui. Alors, moi, j'aurais une question. C'est à propos de cette possibilité que vous avez expliquée aujourd'hui d'images qui peuvent être générées par une description textuelle, ce qui est quand même assez fascinant. Je voulais savoir quel était le degré de précision du texte, et puis si jamais on peut comparer cet artefact numérique qui est généré à partir de la description avec son référent matériel, est-ce qu'on a pu voir les écarts, enfin, est-ce que c'est proche, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'un tableau, une image est en texte, oui, non? Ben, on sait bien que c'est une des questions de l'histoire de l'art et de la sémiotique par ailleurs. Non? Donc il y a des fleuves d'encre qui ont été écrits sur ça. Alors, on peut avoir des textes qui sont de plus en plus précis pour générer des images de plus en plus ciblées sur ce qu'on veut. Donc, si on commence à écrire un texte dans lequel on dit on aimerait qu'il y ait un tableau avec un temple grec, des petites figurines à la mode de Peter Brill, par exemple, est-ce qu'on arrivera à générer le même qu'on a en tête nous ou qu'on sait qui existe? Non. Pour l'instant, la réponse est non. Très simplement parce que l'entraînement s'est fait sur une base de données, sur un corpus d'images qui est tellement grande, tellement énorme, que ce qui va faire le décodage du transformer va très simplement reprendre toutes les connaissances et va le reformuler à sa manière. Et sortant une image qui n'est pas à voir avec l'originel qu'on connaît, mais n'est pas encore tout à fait correcte par rapport à la mention, parce que quelle devrait être la mention correcte, textuelle, pour représenter le X tableau qu'on a en tête? Ça, c'est déjà la question. Et donc, comment on peut sortir l'image correspondante seulement sur la base textuelle? Ça, ce n'est pas encore, évidemment, lié. Parce que ce n'est pas ça non plus le but des images génératives aujourd'hui, donc de sortir exactement le même qu'on connaît, qu'on sait qui existe. On pourrait lui demander directement de sortir celui qui existe, en disant je veux la reproduction du tableau qui se trouve à la galerie Corsini à Rome de Brill, etc. On pourrait faire ça, et alors peut-être, s'il le connaît, parce qu'il est dans son corpus d'entraînement, peut-être qu'il va le sortir pareil. Mais ce n'est pas non plus le but aujourd'hui du générateur d'images, parce que la correspondance exacte entre texte et image n'est pas non plus évidente et stable. Donc, c'est ça la réponse. Mais c'est intéressant parce qu'il peut articuler des reconstitutions et proposer des nouvelles images d'objets qui sont disparus et dont on connaissait la description textuelle. Par exemple, il y a le célèbre atelier d'Appel, avec la description de tous les tableaux qu'il y avait, sur la base de toutes les connaissances pictorielles et visuelles acquises dans des bases de données énormes et vastes. Et je suis sûre que la proposition qui va faire de l'image, évidemment, peut-être n'est pas juste, mais elle pourrait avoir un degré de pertinence intéressante. Et dernière chose, même histoire pour l'architecture, c'est pareil. Ça, c'est très intéressant. Si on lui demande la Cadoro à Venise, peut le sortir s'il y a exactement la correspondance, et sinon, il va sortir un espèce de patch
de ce que pourrait être l'architecture demandée sur la base de sa base de données. Mais ce n'est pas non plus le but de la génération d'images aujourd'hui. Pour rebondir, est-ce qu'on peut demander à ces modèles de sélectionner leur proposition, de travailler à partir d'un corpus d'images définies? Oui, absolument. C'est comme ChatGPT. Il y a des API, donc des API payantes déjà, dans lesquelles, en fait, nous les utilisons dans nos travaux quotidiens d'humaniste digital. On peut donner un corpus de données qui nous intéresse et sortir un modèle, sans doute entraîné. Et même, on peut le faire aujourd'hui pour les textes, on peut le faire aussi sur les images. Oui, oui, absolument. Oui. Il me semble très intéressant, je ne vais pas revenir sur une notion économique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir de Bill Gates et ImageNet, il y a des capitalistes du patrimoine visuel. Et ils ne sont pas ce n'est pas dans le public qui se joue ça, parce que par définition, en théorie, la mission du public est de faire un partage open, donc ouvert et désintéressé. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais les institutions patrimoniales ont un capital. Et probablement le savent, ne le savent pas, c'est différent. Il y a des politiques très différentes selon les pays, selon les zones. Il y a ceux qui veulent monétiser leur capital et donc, par exemple, ils vendent les droits de reproduction des images, et ceux qui ne le font pas, et les images sont ouvertes, et puis ceux qui décident de les mettre à la disposition des algorithmes ou pas. Alors, c'est cette chose, cet élément, c'est-à-dire l'étude algorithmique des images patrimoniales, qui me semble très important et très intéressant. Je connais un petit peu la réalité de la BNF en France, avec leur Data Lab. Il me semble une démarche très intéressante et juste. Donc dire que peut-être en interne, mais même à l'extérieur, il faut ouvrir les images pour permettre aux chercheurs de sortir de la connaissance algorithmique. Ça, c'est très important. Si les institutions patrimoniales n'ont pas la force en interne de le faire, parce que c'est coûteux, il faut avoir un ingénieur de système, il faut avoir toute une infrastructure assez lourde en termes économiques, mais alors, justement, ce sont les chercheurs qui doivent le faire et qui doivent se fédérer et pas être peut-être le chercheur solitaire, parce que difficilement on peut faire quelque chose tout seul, mais se fédérer pour rajouter de la connaissance aux images numérisées et sortir de la matière noire ou inerte des nouvelles connaissances sur les images qui sont dans des serveurs des acteurs patrimoniaux. Ça, c'est très important et il faut le faire vite et fort, parce que sinon, ce seront les acteurs privés qui le feront plus rapidement, avec plus de moyens, et à un moment vont imposer l'histoire de l'art faite par eux, vont imposer leurs idées, vont imposer des modèles esthétiques, etc. Et ça, c'est déjà aujourd'hui comme ça. Et à mon avis, ça va venir. Donc c'est vraiment un appel de cœur à toutes les chercheuses et les chercheurs et à tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine, d'essayer de travailler le plus possible sous plusieurs aspects et perspectives, parce que ce n'est pas non plus dit que tout le monde doit faire la même chose, mais pour enrichir les collections des acteurs patrimoniaux. Alors, le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute très attentive. Merci à tout le monde. On vous donne rendez-vous sur le stand des éditions de la Sorbonne si vous souhaitez acquérir ce numéro qui est à 25 €.